Comment toi, tu définis ce sujet d'inclusion? Une boîte a besoin de diversité et d'inclusion pour être performante. En France, on est quand même assez loin d'avoir travaillé réellement sur l'égalité des chances. Quels éléments t'ont manqué dans les entreprises à l'époque? Personne ne s'attendait à un aussi grand revirement de situation. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous recevoir pour un nouvel épisode de People Place spécial Festival RH. Comment ça va, Rassam ? Salut Maud, ça va très bien dans cette superbe ambiance. Je suis trop contente en tout cas de t'avoir là aujourd'hui. Je t'ai pris en 2-2 voilà, sur le festival. Juste rapidement, je vais juste te présenter. Je prends mes notes parce que je ne connais pas tout ton parcours par cœur. Je t'en prie. Donc, après 10 ans en tant que recruteur en agence et en costume, parce que sur LinkedIn, tu partages aussi pas mal de ta vie, on va dire, passée plutôt en costard. C'est ce que tu faisais. Tu as rejoint Accès puis Doctolib en tant que Talent Acquisition Manager, rôle que tu exerces encore aujourd'hui, mais chez Free, en tant que directeur talent, mais en basket cette fois, où tu te sens plus, en tout cas, toi, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. De ce côté porter un masque aussi en tant que RH et recruteur. Côté média, tu as commencé donc à faire du street art. C'est quelque chose dont tu es passionné depuis maintenant jeune et du rap en amateur aussi pendant ta jeunesse. Et depuis 2021, donc tu as lancé Recruiters in the House avec Michael Sayad, un groupe de rap RH qui parle du monde du travail. Et aujourd'hui, donc, on se parle avec Rassam sur un sujet important, je pense, qui nous touche, toi et moi, c'est comment créer des espaces de travail plus safe, plus sécurisantes et inclusifs pour faire tomber les masques en entreprise. Et donc, voilà, avant de commencer, est-ce que tu veux juste réagir par rapport à ce que je viens de te partager ? Non, écoute, merci pour cette présentation. C'est effectivement le déroulé des 20 dernières années, 10 ans dans un monde corporate classique, cabinet de recrutement, en costume, en cravate, où j'ai fait mes armes. Un monde où je ne connaissais pas forcément les codes, dont je ne connaissais pas les codes. Je me suis vraiment moulé fondu dans la masse, je dirais, pendant 10 ans. Et j'étais très heureux aussi en costume cravate. J'avais aucun problème avec ça. Mais à un moment donné, quand j'ai eu l'occasion de sortir et d'aller en interne, in-house, Axway, Doctolib, Free aujourd'hui, c'est des environnements petit à petit où j'ai découvert le fait de lâcher le costume, la cravate. Et récemment, je parle quand même du fait que finalement tout ça, ça reste des costumes. Le fait d'être en basket avec des codes du startup, ça reste d'autres codes que j'ai adoptés, que je ne connaissais pas non plus forcément. Et avec Michael Sayad, on a lancé Recruiters in the House il y a bientôt 3-4 ans, où on parle de tous ces sujets, de ces paradoxes, de ces hypocrisies parfois du monde du travail, sur l'injonction à être toujours soi-même, et qui n'est peut-être pas toujours une bonne décision en fonction de la seniorité qu'on a, de la maturité qu'on a et de ce qu'on cherche à atteindre comme objectif professionnel. Donc je suis très heureux d'être là et de parler de ce sujet avec toi. Trop bien. Et ce Rassam, alors aujourd'hui, est-ce qu'il existait toujours quand tu étais en costard-cravate ? Est-ce que c'est, tu dirais, deux personnes différentes ou finalement c'est juste une version améliorée de toi-même ? Je pense que la version aujourd'hui, elle est sublimée entre guillemets par les différentes étapes de ma carrière pro, mais que globalement, voilà, on reste quand même qui on est. J'ai pas l'impression d'avoir joué un rôle pendant 10 ans en cabinet. Je suis quelqu'un qui a une conscience pro, enfin une conscience, en tout cas le souci de bien faire, quelqu'un qui est plutôt réservé, timide, qui se fait violence parfois pour prendre la lumière. J'ai pris goût à prendre cette lumière depuis quelques temps, mais à la base, quand j'ai dû me fondre dans la masse et être un bon soldat en cabinet, je l'ai fait vraiment pas sous la contrainte et j'ai beaucoup appris. Et par contre, le fait d'aujourd'hui de faire des ponts avec qui j'étais avant, le monde pro, je trouve là pour le coup ça sublime ce que j'ai pu faire pendant 10 ans et l'expertise que j'ai, parce qu'au final les gens ils voient un peu un package, mais si j'avais fait d'abord peut-être de manière trop cash et trop authentique qui j'étais sans prouver sur le terrain, je pense que ça aurait été contre-productif. Intéressant. Donc on parle beaucoup du sujet de la diversité et inclusion. Et donc moi je suis curieuse de savoir comment toi, Rassam, aujourd'hui, tu définis ce sujet d'inclusion et quelle est la différence avec la diversité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Ouais, donc le D&I, Diversity, Equity, Inclusion, Diversity and Inclusion, le terme change un petit peu d'une boîte à l'autre. C'est globalement toutes les politiques RH ou RSE qui vont dans le sens d'une meilleure égalité des chances. Équité en interne une fois qu'on est collaborateur. Et donc qu'est-ce que ça veut dire globalement? C'est est-ce qu'on donne la chance au plus grand nombre de pouvoir accéder à nos processus de recrutement? Est-ce qu'on évalue tout le monde avec des billets qui sont des billets, tu vois, c'est un lapsus révélateur avec des critères, qui ont le moins de billets possible. Ouais. Et après effectivement donc on fait cette distinction entre la diversité qui est plutôt un peu comptée quelque part quand même, quelle typologie, quel type de background, quel type parfois de religion, d'ethnicité on a, sans forcément pouvoir le dire, parce qu'on ne peut pas légalement compter les mêmes choses en France ou en Europe versus les États-Unis. Mais quand même, de manière générale, regarder un petit peu, de se dire, est-ce on représente un petit peu la société française en termes de visibilité, en termes de nombre. Et donc, c'est plus du qui, du combien, je trouve. Et parfois, après, une fois qu'ils sont ça, c'est plutôt, est-ce qu'ils comptent vraiment? Une fois qu'on les a comptés, mais est-ce qu'ils sont dans l'entreprise? Est-ce que leur voix compte vraiment? Et là, c'est l'inclusion. C'est est-ce que les personnes, une fois qu'on les a attirées, peuvent s'épanouir, sont là pour rester. Les politiques D&I globalement résument ce genre de réflexion. Donc finalement, on peut dire que l'inclusion, c'est plutôt un niveau société, un niveau d'entreprise, et la diversité, c'est plutôt le côté individuel, qui je suis en tant que personne, avec les différents critères que l'on peut avoir. Et je tiens à préciser un truc, parce que je trouve que quand on parle d'inclusion, déjà c'est beaucoup plus universel, parce qu'en fait peu importe quel type de diversité on porte en soi, ça peut être effectivement, comme on le disait, le type d'école qu'on a fait, le type de famille dans laquelle on a grandi, mais ça peut être parfois son genre, ça peut être son orientation sexuelle, ça peut être tout simplement le fait de porter un handicap ou non, l'âge qu'on a. Et en fait tout ça, c'est le fait de voir la diversité d'un collaborateur dans son ensemble, au-delà de son étiquette visible. Et donc, c'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une ère plutôt dangereuse, et on va peut-être en parler, parce qu'il y a pas mal de boîtes qui font des marches arrière de budget notamment et de communication sur ces sujets. Mais le fait d'avoir poussé le curseur assez loin pour qu'on ait envie de le redescendre montre quand même qu'on a adressé le sujet dans sa complexité aussi. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on peut avoir une équipe diverse, donc diverse de parcours, diverse au niveau aussi des critères personnels, et une entreprise non inclusive. Et donc les deux, c'est vrai qu'on les met ensemble, alors que finalement, c'est deux sujets qui sont quand même assez différents et qu'il faut traiter aussi de façon... ouais, carrément. En fait, même si on le décline en processus RH ou en équipe RH, clairement, on sait que dans une entreprise, ceux qui veulent avoir un objectif de diversité, c'est souvent des équipes qui font rentrer les personnes, donc des équipes recrutement. Et elles auront des objectifs de nombre de personnes recrutées dans telle école, avec tel background ou pas, via telle ou telle plateforme associative, etc., portant un handicap ou pas. Et ensuite, souvent, les équipes qui sont en charge de faire rayonner, je dirais, justement, cette inclusion, est-ce que les personnes sont entendues, est-ce que leurs managers sont formés aussi pour pouvoir faire évoluer ces personnes, ne sont pas toujours les mêmes. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'adresser le sujet avec une gouvernance un peu holistique. On va aller sur aussi le fond du sujet, puisque voilà, c'est vrai que ces dernières années, il y a eu quand même des gros efforts qui ont été faits sur les questions de diversité et d'inclusion d'entreprise. Et donc, juste pour rappeler un peu l'actualité, c'est dès son retour à la Maison-Blanche, Trump donc, a demandé aux agences fédérales américaines de mettre fin au programme D&I et RSE dans les entreprises. Dans sa lignée, beaucoup d'entreprises comme Meta, donc derrière Facebook, ont supprimé toute leur politique de D&I, tant pour le recrutement qu'en interne. À la place, voilà, ils préfèrent des programmes centrés sur l'accessibilité et l'engagement. Et on peut voir notamment Mark Zuckerberg qui repose le besoin d'avoir des entreprises avec plus d'agressivité, ce sont ces mots, et d'énergie masculine. Donc c'est quand même un ponte de la tech aux États-Unis qui nous dit ça. Donc, comment toi tu as vécu ça? Moi, en tant que femme LGBT, j'ai trouvé ça assez dur, difficile, comme un retard. Tout finalement, les acquis qu'on a eus ces dernières années, en un clin d'œil, entre guillemets,
on met tout dehors. Toi, comment tu as vécu de ton côté ? Non, mais c'est super intéressant parce que je pense que le cas de Mark Zuckerberg et Meta est super intéressant parce que je pense que personne s'attendait à un aussi grand revirement de situation et de retournage de veste le concernant. Parce qu'autant des mecs comme Elon Musk, voilà, on avait senti dès le départ un petit peu leur parti pris sur le sujet. Autant lui avait quand même beaucoup investi, faisait partie des entreprises qui avaient énormément recruté d'équipes D&I dans les boîtes. Et en fait, en exemple, même plein de boîtes européennes ont répliqué des modèles comme le sien. Et le fait qu'il le fasse, en fait, je ne commenterai pas l'enjeu politique de retourner sa veste par rapport à un nouveau gouvernement pour avoir plus ou moins sa place à la table. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que globalement, ça s'inscrit dans, comme tu le disais, dans un retour un peu conservateur sur le côté, voilà, il faut arrêter d'être trop faible, il faut réaffirmer son énergie masculine, et donc ça passe globalement quand même par des hommes quand on dit ça, même si dans l'absolu, tout le monde a des énergies masculines féminines. Mais je le vois aussi comme en fait je le compare pas du tout, mais en même temps, je peux comprendre que plein de gens le voient aussi, tu vois, sur des politiques de télétravail où il y a eu des retours en arrière. Dans un moment où les choses sont très incertaines, où la situation économique est très incertaine aussi, on revient sur certaines avancées. En attendant, j'ai l'impression de savoir comment les choses évoluent. Et au final, ceux qui l'avaient fait plutôt par opportunisme, j'ai l'impression, sont les premiers, évidemment, à réaffirmer leurs convictions réelles. Et moi, je préfère quelqu'un qui va réaffirmer sa conviction réelle. Et donc, je pense qu'un Trump... Dans le plus ou dans le moins, finalement. Et dans le plus et dans le moins. Comme ça, au moins... Parce que, tu vois, sur le TT, par exemple, sur le retour à la présence physique et le fait de l'émulation collective, etc., a besoin que les gens soient physiquement ensemble, où on paye X millions d'euros pour des locaux, à un moment donné, soyons cyniques et se dire si les gens ne sont pas là, on ne peut pas continuer à les payer, ainsi de suite. Je préfère entendre ça comme discours et on en parle. Sur le sujet de la diversité ou des politiques d'inclusion, je pense que c'est un mauvais choix, bien sûr, et qu'au final, la réalité économique, quand elle sera un petit peu plus entendable sereinement, peut-être dans quelques années, reviendra au fait de dire, en fait, une boîte a besoin de diversité et d'inclusion pour être performante. Et donc, si l'indicateur, c'est le chiffre d'affaires, l'EBITDA, peu importe, la performance reviendra, je dirais, quand même par cet enjeu de diversité et d'inclusion. Ouais, et puis je veux rajouter peut-être 2 chiffres que, en effet, les équipes qui sont diverses et inclusives sont quand même 20% plus innovantes que des équipes homogènes en âge, par exemple, ou en diversité et inclusion, et elles résolvent 50% plus rapidement les problèmes. Donc, tu parlais de performance, en fait, c'est une réalité. Il y a des études, il y a des choses qui montrent que ça fonctionne et que c'est plutôt quelque chose de positif pour les entreprises que l'inverse. Mais c'est un moment difficile, hein, et vraiment j'ai une pensée pour tous les entrepreneurs sociaux, que ce soit principalement aussi en France, qui aujourd'hui sont fatigués, usés, parce que pendant des années ils se sont battus pour avoir le peu de progrès qu'on a eu dans le monde corporate, et qui voient aujourd'hui leur budget totalement disparaître, et puis aussi globalement le vent tourner. Donc une grande force à eux, et il faut tenir, comme on dit. Il faut tenir, exactement. Rapidement, quel impact tu penses que c'est politique, hein, donc on sait que les États-Unis, on dit toujours, ils ont 5 ans un peu d'avance, 5-10 ans d'avance, donc j'ai pas encore trop entendu quand même d'entreprises françaises porter ces discours-là. Je ne sais pas si toi, tu en as entendu parler. Mais quel impact, tu penses, ça va avoir sur notamment les salariés minorisés pour toi? En fait, le fait que la France, notamment, et l'Europe ne reviennent pas en arrière sur ces politiques, déjà, veut très bien pointe la réalité d'un problème qui est fantasmé. C'est que aux États-Unis, effectivement, on peut considérer que parfois le curseur a été très loin dans catégoriser les gens, faire de l'affirmation action, de compter, etc. En France et en Europe, tout cela est légalement impossible. Donc en fait,
au final, quand on regarde, je trouve qu'en Europe, on a plus ou moins effleuré la surface avec plein et je minimise pas du tout toutes les personnes qui, au quotidien, se battent pour faire du sourcing inclusif, pour travailler sur les biais de genre, sur les biais en entretien, sur du recrutement structuré. Mais globalement, ça veut aussi dire que pourquoi est-ce qu'en France, on n'entend pas X boîtes dire « c'est fini » parce qu'en fait, ils n'avaient pas réellement structurellement changé les choses. Ils avaient finalement répliqué des équipes qui existaient en corporate aux États-Unis, mais en France, on est quand même assez loin d'avoir effleuré la surface et travailler réellement sur l'égalité des chances, notamment. Et donc, je pense qu'il n'y aura pas forcément de grandes annonces en France, et je l'espère, je n'ai pas de boule de cristal. En fait, ce que j'espère, c'est que la réalité économique permette à tout le monde de sereinement se dire que notre bouc émissaire, ce n'est pas du tout les politiques de D&I dans les entreprises. 100% d'accord avec toi. Au fur et à mesure, la question aussi de qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais la question du sens au travail est de plus en plus importante. Toi, tu as levé progressivement le masque au fur et à mesure de ta carrière. Quel élément t'ont manqué dans les entreprises à l'époque pour être vraiment le toi d'aujourd'hui ? Je dirais que c'est la compétence, parce que moi je reviens vraiment sur cette base-là, c'est que pour se développer professionnellement, on a besoin d'être compétent, on a besoin d'atteindre des objectifs, on a besoin d'évoluer, d'avoir des promotions, d'être bien perçu par cette direction. Et globalement, moi je ne regrette rien dans ce sens-là, parce que pour être performant dans le milieu où j'ai grandi, en entreprise en tout cas, il fallait quand même adopter ces codes. Donc je remets pas du tout en question qu'à un moment donné, quand tu démarres, tu es junior, tu appliques des codes. Après, c'est pas pour autant que j'ai pas vécu des moments un peu avec le recul, je me dis bon, c'était là je jouais un rôle, c'est vrai. Là, quand je suis passé de tel cabinet à tel cabinet et que je portais des chemises Célio avec 5 boutons ici, et que j'ai compris dans mon nouveau cabinet que ça faisait plouc pour eux, et que c'était effectivement dur de dire que mais moi je pensais que le fait d'apporter un costume, déjà, ça y est, j'ai atteint un step. Et donc, en fait, non, il y a 1000 façons de porter un costume. Et donc, cette diversité dont on parlait tout à l'heure, elle existe aussi dans les codes corporate. Et c'est pas juste le costume-cravate te permet d'être bon en entretien. Et je le dis aux jeunes alternants qui veulent passer des entretiens. Malheureusement, le fait que vous ayez ou pas cette cravate ne va pas vous donner un secret pass. Ouais. Par contre, la compétence est d'être bon, de commencer à être fort dans ce que vous faites. Et donc, votre singularité, vous allez y accéder en d'abord gagnant la confiance et le respect de l'autre. Et donc, parfois, ça passe par un petit peu se fondre dans la masse. Et ce n'est pas un gros mot de le dire, je trouve. Et je maintiens quand même ça. Ok. Et toi, en tant qu'aujourd'hui RH et manager, comment tu t'assures que ton équipe, parce que se sentir bien, c'est une chose, mais aussi que ton équipe se sente bien avec qui ils sont dans la boîte, avec tous les codes corporate qui puissent exister dans une entreprise? C'est différent dans des différentes boîtes où je suis passé, parce que dans certaines boîtes, le sujet du management et le rôle du manager et les rituels, la comitologie et le temps dédié au management étaient très fort, très dédié, etc. Dans d'autres, c'est quelque chose qu'on met moins en avant, etc. Donc, je dirais déjà, en fonction des différentes périodes de ma carrière, j'ai sûrement moins donné de l'importance à préparer une réunion, me dire ok, dans telle réunion, je sais que X membres de mon équipe est moins à l'aise à prendre la parole devant les autres. Donc comment les entendre par ailleurs? Est-ce que dans mes one-on-one, je vais les écouter, etc. Et très sincèrement, aujourd'hui, je le fais beaucoup moins qu'avant, ce genre de choses. Par contre, aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir un impact plus fort, parce que ce que je fais va pouvoir inspirer d'autres personnes et juste par exemplarité de ce que je vais faire, ouvrir la voie au champ des possibles des autres membres de mon équipe. Et donc j'essaye au maximum de me dire que ils vont se dire, que ce soit les membres de mon équipe ou simplement le collectif qui va entourer les gens de l'entreprise autour de moi, va se dire, écoute, si Rassam l'a fait, voyons dans quelles circonstances il l'a fait, à quel moment de sa carrière il l'a fait, quelles sont les armes, et peut-être en discutant avec eux, et c'est un message ouvert, tous ceux qui... je suis très ouvert à parler de mon expérience personnelle, parce que je trouve qu'au final, il n'y a pas une formule magique. Chacun doit trouver le bon moment dans sa carrière, le bon moment pour le faire. Et moi, le seul truc que j'essaie de continuellement faire, c'est m'imposer la rigueur d'être exemplaire et du coup, inspirer, gagner quelque part pour inspirer les autres.
Écoute, on va rester sur ce mot de la fin. Est-ce que tu as une actu que tu voulais partager? Oui, merci. Bien sûr, je voulais en parler. C'est quand même un sujet que tu portes, la diversité et l'inclusion. Vous préparez quelque chose? Oui, parce qu'on a parlé de Recruiters in the House, qui est un média, etc. Et on fait le concept de RAP, R-H-A-P, le rap RH, le rap corporate. On a, pour ceux qui nous connaissent, déjà fait pas mal de sons autour du monde du travail, peut-être avec un second degré, avec humour, avec parodie parfois. Et là, on a travaillé, on a sorti avec Michael Sayad un projet que je vous invite à découvrir qui s'appelle Feedback et qui parle de manière un peu plus clash, un peu plus cash et clash du monde du travail avec ses paradoxes et ses hypocrisies qu'on connaît parfois. Bon, écoute, merci Rassam pour ton Maud. temps sur le Festival RH. Nous, on va continuer. Vous allez en plus, on va faire la fête et puis vous allez aussi faire une super presta tout à l'heure. Donc, on se dit à très vite. Merci. Bye bye.